Du temps de qualité avec ma famille. Qui ne rêve pas de ça, justement? Qui n'en a pas envie? Eh bien, tous, justement. Beaucoup de parents culpabilisent à l'idée de ne pas suffisamment profiter de leurs enfants, de ne pas passer assez de temps avec eux, de ne pas s'en occuper suffisamment. Mais bon, voilà, le rythme de la vie est ainsi fait. Et mesdames, messieurs, arrêtez de culpabiliser parce qu'on se dit tout vous ramène la solution ce soir. J'ai avec moi deux professionnels. D'abord, Sabrine Gdira, bonsoir. Bonsoir Yasmine. Bien installée? Très bien installée à la maison, ça change. Ça change, absolument. Mais en tout cas, merci beaucoup avec vous ce soir. Comment justement gérer cette culpabilité, déculpabiliser au maximum? Vous êtes consultante en petite enfance. Et puis, nous avons également avec nous Hajar Mejbar. Bonsoir Hajar. Bonsoir Yasmine. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Super, on a un petit décalage, mais bon, ça c'est le son à distance, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes maman et entrepreneur et vous, justement, vous avez chamboulé votre vie pour pouvoir passer un maximum de temps avec vos enfants, mais pas seulement, vous vous êtes aussi investi pour nous, les autres parents, parce que vous avez des solutions pour nous. Alors, vous allez rester avec nous, Hajar. Je vais d'abord discuter, échanger avec Sabrine, et ensuite, on vient pour pas mal de solutions techniques avec vous. Alors, Sabrine Gdira, justement, vous vous occupez des enfants, mais aussi de leurs parents. Quelles sont les principales demandes, principales préoccupations, craintes des parents? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en consultation, je reçois de plus en plus de parents, de mamans qui sont au bord de l'épuisement, qui sont au bord du burn-out même, maternel. En fait, ce qui revient souvent, c'est que les parents n'ont pas l'impression de passer du temps de qualité avec leurs enfants. Ils ont l'impression surtout de faire leurs obligations, c'est-à-dire qu'ils vont les envoyer à l'école, ils vont les faire manger, ils vont les habiller, mais ça va s'arrêter là. Et ils ont le sentiment justement de pas passer du temps de qualité avec leurs enfants, de divertissement et tout ça. En fait, ce qui revient souvent comme expression, c'est le tourbillon, la machine à laver. Ils me disent on se sent pris dans un tourbillon qui va beaucoup trop vite. Et ben, du coup, on est rattrapé par la réalité rapidement. Souvent aussi, la maman a l'impression d'être seule au front, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de solitude qui revient vraiment souvent. Elle a l'impression d'avoir presque le mauvais rôle. Et enfin, les parents sont dans une espèce d'attente, c'est-à-dire que le moment présent ne leur convient pas forcément, mais ils se disent que demain leur réservera des moments plus faciles, plus agréables. Donc ils sont dans une espèce d'attente. Et justement, nous, ce qu'on essaie de faire en consultation, c'est de faire en sorte de ne plus être dans cette attente et de vivre le ici et le maintenant de manière sereine, de manière heureuse et épanouie. Mais ça, c'est pas facile à faire et c'est justement l'intérêt aussi de ce rendez-vous avec vous en tant que professionnel. Alors pourquoi en tant que mère, on se met autant de pression? Justement, les mamans peut-être plus que les papas. Pourquoi on se met autant de pression et on culpabilise autant? Oui. Je vais vous répondre par des faits qui sont concrets. Alors, la première chose, c'est que la maternité est idéalisée. C'est-à-dire qu'en ce moment, on revient beaucoup aux méthodes ancestrales, aux méthodes d'accouchement sans douleur, sans péridurale, aux positions physiologiques, à l'allaitement exclusif pendant vraiment longtemps, aux pédagogies montessoriennes, à la pédagogie positive, bienveillante. Et du coup, on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses et du coup, on idéalise cette maternité. On veut être cette mère idéale qu'on va fantasmer et du coup, on se met de la pression comme ça. Aussi, un autre point, c'est qu'on vit malheureusement dans une société où encore la femme à même poste va gagner moins d'argent que l'homme. Elle va d'ailleurs avoir moins de responsabilités. Ce qui fait qu'il y a une croyance populaire qui fait que la femme pense que le métier de maman est le métier dans lequel elle peut s'accomplir le mieux. Voilà, donc ça rajoute un degré supplémentaire en termes de pression. Ensuite, il y a un manque de préparation à l'après. C'est-à-dire que moi, les couples que je suis en consultation, quand la maman est enceinte, ils vont préparer la chambre, ils vont préparer l'accouchement, ils vont se préparer la liste de naissance, les vêtements. Mais en fait,
Une fois arrivé à la maison, quand on revient de la maternité, les parents me disent, mais on ne s'attendait pas à ça, on n'était pas préparés. Donc voilà, le manque de préparation à ce qui nous attend en tant que jeunes parents est aussi quelque chose qui fait qu'on peut arriver à ce burn-out. Alors, ensuite, si vous me permettez, Sabrine, c'est les réseaux sociaux. Si vous me permettez, juste par rapport à ce que vous venez d'évoquer jusque-là, je sais que vous êtes une jeune maman, vous avez célébré l'arrivée de votre petit récemment. En même temps, vous êtes une professionnelle aguerrie. Est-ce que malgré tout, ça peut être compliqué, même quand on est une pro comme vous? Bien sûr, déjà, on dit toujours que les médecins sont les moins bien soignés. Donc évidemment, moi, quand j'ai eu mon petit... je connais la méthode à suivre, je connais la marche à suivre. On s'est préparé avec mon conjoint, avec mon mari, on s'est préparé à l'arrivée de ce bébé, dans l'organisation de notre couple, dans la communication. Mais l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs et c'est pas mieux chez moi que c'est la voisine. Peut-être que j'ai un peu plus de facilité parce que je sais ce qu'il faut faire, mais après pour l'appliquer et toujours bien l'appliquer, il faut pas penser que tout est facile non plus, hein. C'est facile de donner des conseils, mais c'est difficile de les appliquer aussi toujours. C'est pour ça que les mamans qui nous écoutent ne doivent pas culpabiliser aujourd'hui quand elles se sentent dépassées. C'est ça, c'est ça. Vous avez dit les réseaux sociaux jouent aussi un rôle très important parce qu'ils rajoutent de la pression supplémentaire parce qu'on ne montre que ce côté glamour de la parentalité, de la maternité, de la parentalité. Tout à fait. Tout à fait. Déjà, il y a des groupes de mamans où les mamans interagissent, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui vont poser des questions. Et moi, en consultation, elles me disent, mais toutes les mamans, elles savent tout. Et moi, je ne sais rien. Donc, non, déjà non. Et aussi, il y a le phénomène nouveau des influenceuses qui montrent un peu une vie parfaite, des enfants parfaits qui tombent jamais malades, et qui font des voyages trop bien, des divertissements en famille toujours... qui dorment bien, qui n'ont pas de cernes. Et du coup, je veux dire, c'est bien ça, ces avantages évidemment. Mais les mamans, à force de voir tous les jours ça sur leur fil d'actualité, elles finissent par développer une espèce de petite frustration, une forme de baisse d'estime de soi parce qu'elles se disent pourquoi ces femmes, elles vivent ça et moi, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment faire attention à ce phénomène aussi. Absolument. Vous avez raison de soulever ça, Sabrine. Merci beaucoup, justement. Alors, donc, en fait, si je comprends bien votre réflexion, votre cheminement, votre logique, c'est qu'il faut d'abord, à nous, les adultes, de faire un travail sur nous-mêmes avant de nous dire qu'on ne passe pas suffisamment de temps avec nos enfants et de voir de quoi ils ont besoin. Il faut à nous, en fait, c'est à nous de rééquilibrer les choses en quelque sorte. Tout à fait. Tout à fait. Déjà, il faut faire le deuil de cette maman idéale, de cette mère idéale. Il faut accepter que parfois on va être fatigué, que parfois on va se tromper, que parfois on va en avoir marre, que c'est bien de lire, c'est bien de se former, c'est bien d'être au courant de la pédagogie positive, des activités montessoriennes, de la communication non violente. Tout ça, c'est des techniques qui sont très efficaces et qui sont très bien à connaître. Il faut se renseigner, il faut faire du développement de soi pour toujours être meilleur. Mais il faut faire vraiment le deuil de cette mère idéale. Il faut accepter de se tromper. Aussi, il ne faut pas se laisser influencer, comme ce qu'on disait, par le phénomène des réseaux sociaux. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et ensuite, il faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit physique, c'est-à-dire concrètement, on demande à un proche, à notre mère, à notre belle-mère, tu viens passer le week-end avec mon bébé, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'un dîner en amoureux, j'ai besoin d'aller au hammam, il faut pas hésiter à demander de l'aide, mais également psychique, c'est-à-dire ne pas hésiter à parler de ses difficultés, de ses peurs, à un professionnel, à quelqu'un de confiance. Et le dernier petit conseil que j'aimerais donner aux mamans et aux familles qui nous regardent, c'est programmer. N'hésitez pas à programmer, c'est-à-dire on est jeudi, programmez le week-end. Après, bien sûr, les choses peuvent changer, mais programmez. Prévoyez un temps de famille, prévoyez un temps seul si vous en avez besoin. Si vous avez une course que vous n'avez pas faite depuis un an et vous la remettez toujours au lendemain, prenez du temps pour ça. Le fait de programmer va donner une trame, que ce soit aux vacances, que ce soit au week-end. On va pouvoir justement vivre le ici et maintenant de manière beaucoup plus épanouissante que si on se réveille le samedi matin et on se dit on fait quoi? On fait quoi, exact. Et du coup, évidemment, le week-end passe vite et on arrive à la semaine et rebelote.
Alors justement, Sabrine, nos enfants, ils ont besoin de quoi exactement? Selon vous, qu'ils soient petits ou plus grands, ce temps de qualité, ça ressemblerait à quoi? Alors déjà, j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse sur cette question-là. Il ne faut surtout pas confondre la notion de besoin et la notion d'envie. Je m'explique. On a besoin de manger, mais on a envie d'une glace. Vraiment, c'est important. Les besoins en tant que tels d'un enfant, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue clinique, il y en a 16. Par exemple, c'est la stabilité, c'est l'attention, c'est le fait d'être nourri, le fait de bien manger, etc. Il faut, une fois qu'on connaît les besoins de son enfant et qu'on les comble, on est bien, on va dire. La chose que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas tout céder, il ne faut pas dire oui à tout. Et pour le dire simplement, les enfants, ils ont besoin de 1 heure avec leurs parents plutôt que 4. De 1 heure où les parents laissent le téléphone de côté, ne regardent pas la télé, ne sont pas stressés, ne se disputent pas. Les enfants sont simples. C'est nous qui nous compliquons la vie. Et les enfants, ils ont besoin d'amour, d'attention, de sécurité, de bienveillance, de faire des jeux avec leurs parents, de sortir faire du vélo, des marches, des jeux de société. Voilà, les enfants sont simples. Et donnons-leur de la simplicité en termes d'amour, en termes de divertissement. Voilà. C'est de la simplicité, comme vous dites. Merci infiniment, Sabrine Gdida, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes consultante petite enfance. C'était un vrai plaisir de vous revoir et on vous souhaite beaucoup de courage dans cette belle aventure de la maternité que vous êtes en train de découvrir. Et puis, on enchaîne justement sur ces jeux simples, ces activités ludiques. Merci, Sabrine. Avec vous, Hajar Mejbar. Comment ça va, Hajar? Ça va très bien, Yasmine, merci. Alors justement, vous, Hajar, vous avez décidé de changer complètement votre vie, on va dire, votre cursus, pour vous occuper de vos enfants. C'était quoi au départ? C'était cette frustration dont on parlait à l'instant? Culpabilité, frustration, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Absolument. Absolument. Donc, j'ai toujours été dans tout ce qui était marketing et communication et je ressentais une sorte de culpabilité, de frustration de ne pas pouvoir équilibrer et ma vie professionnelle et ma vie personnelle, familiale. Donc, un jour, déjà l'idée déjà passée dans ma tête depuis très longtemps, mais un jour... à force d'entendre beaucoup de critiques, peut-être, de pression de l'entourage, on décide de faire le premier pas et de changer pour ce qu'on veut, de vivre de notre passion, comme on dit. Et moi, ma passion a toujours été les enfants, mis à part le fait que je sois maman à cette époque-là. Mais depuis mon jeune âge, j'étais attirée par tout ce qui était jeux, tout ce qui était enfants, tout ce qui était petites activités avec les cousins et les cousines plus jeunes que moi. Et du coup, je me suis dit, Hajar, tu vas te lancer, tu vas créer ton concept, la mamounette, qui va justement accompagner les mamans et les papas qui, à un certain moment, sont comme moi, ont besoin de quelqu'un pour leur dire, vous êtes une maman merveilleuse, vous êtes un papa formidable, il suffit juste de doser finalement la chose et de savoir faire la part des choses dans notre vie. Donc et voilà, donc c'est d'où la naissance de la mamounette et par la suite... Si vous permettez, juste un petit point. Vous avez évoqué une petite phrase qu'on ne peut pas laisser passer parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation. Vous avez dit, il y a les critiques et les commentaires de l'entourage. Est-ce qu'une jeune maman aujourd'hui, un jeune papa, enfin, est-ce que les parents aujourd'hui sont aussi, non seulement ressentent cette pression non seulement du fait de la parentalité en elle-même, parce qu'ils sont devenus parents, mais aussi parce que l'entourage met de la pression supplémentaire? Tout à fait. Et c'est ce qui est de plus en plus dangereux. Donc, quand on culpabilise nous-mêmes, on se dit, voilà, j'ai pas bien réagi face à une situation et par la suite, je peux me dire carrément, je suis une mauvaise maman. Mais au-delà, entendre et recevoir les critiques des autres, les jugements surtout, les jugements de l'entourage, de la famille proche des fois, de la belle famille, des amis. Donc, ça fait un poids supplémentaire, qui fait que la maman, déjà, elle vient d'atterrir dans ce nouveau monde de maternité et le papa aussi, va se retrouver perdu. Il va se dire, donc finalement, on n'est pas de bons parents et on ne sait plus quoi faire. Et bizarrement,
tout le monde à ce moment-là a des conseils, c'est quoi faire avec ton enfant, comment réagir si bébé pleure. Donc à chaque fois on reçoit des commentaires souvent pas très gentils et déplacés des fois pour les jeunes mamans. Donc ce que j'aimerais vraiment dire aux jeunes parents aujourd'hui, faites-vous confiance. Il n'y a pas de parent parfait comme il n'y a pas d'enfant idéal. Donc l'idée est de savoir vivre avec ce nouveau bébé, cet être qui vient d'atterrir chez vous, et de trouver l'équilibre et une harmonie finalement de famille. C'est ça. Alors, quand on parle d'équilibre et d'harmonie, on a l'impression souvent dans la tête des gens, dans la perception des gens, que c'est égal. Tout est égal, tout est pareil, tout est excellent. Alors que l'équilibre, en fait, en quelque sorte, c'est sur le moyen terme. C'est une danse harmonieuse. C'est pas tous les jours le même pas à la même heure. Et c'est ça que les gens devraient aussi peut-être garder en tête et déculpabiliser et se dire, bon, ben, je priorise selon le moment X. Ce que vous avez fait, c'est-à-dire changer de cap professionnel pour vous occuper de vos enfants, vous n'êtes pas là pour dire aux gens changez tous de cap professionnel et restez à la maison pour vous occuper de vos enfants ou lancer des affaires pour vous occuper de vos enfants, mais vous, c'était votre passion. Donc, comme on dit en arabe, hijja ou ziyara, l'un dans l'autre, mais en même temps, vous en avez fait un business. Vous en avez fait un business, vous en avez fait une affaire. C'est aujourd'hui votre business. Vous créez des boîtes de jeux pour enfants et parents, c'est ça ? Exactement, donc c'est ça. Donc j'ai fait de ma passion mon métier. Au début, j'ai commencé par un espace d'éveil pour les parents et pour les enfants où on passait beaucoup de moments à créer, à faire des activités manuelles, créatives, des expériences scientifiques. Et après, à force de communiquer et d'avoir des conversations avec les parents surtout, j'ai trouvé en eux une envie de passer du temps avec leur enfant, mais ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas assez de matériel, ils ne trouvent pas où acheter le matériel. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de proposer justement des box d'activités pour les enfants qui vont allier à la fois apprentissage, amusement, mais beaucoup de fun et d'une manière très ludique. Donc l'enfant en lui-même va accepter tout ce qui est apprentissage ludique. Quand on veut lui apprendre des maths, ça va passer par l'algorithme, par des suites à empiler. La chimie, pareil, tout ce qui est notions scientifiques vont passer par le jeu. Donc l'idée était à chaque fois de proposer un nouveau thème. Donc c'est des box mensuelles avec des univers magiques. Chaque mois il y a un thème différent qui va plonger l'enfant petit et grand, donc à partir de 3 ans jusqu'à 12-13 ans, dans un monde ludique où il va apprendre à manipuler ses mains, donc tout ce qui est motricité fine, à faire évoluer son intelligence avec des exercices à faire sur place et surtout libérer le potentiel créatif, surtout dans un monde aujourd'hui qui est ultra connecté où on va voir que l'enfant est dans une période passive où il va pas exploiter son potentiel intellectuel, affectif, social. Il est tout le temps dans une bulle, loin de la créativité et de l'imaginaire. Alors Hajal, il y a un point qui est essentiel à mentionner, c'est que on en avait discuté ensemble en préparant l'émission. Vous m'avez dit, mes enfants participent aussi à la production de ces boîtes de jeux, à l'imagination de ces jeux, de ces activités. Comment ça fonctionne ? Absolument. Alors déjà la boîte, on retrouve Riham et Yahya, mes vrais enfants. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, on arrive à voir, on voit. C'est joli comme tout, ouais. Donc voilà. Donc là, on a essayé c'est un projet qui émane de nos enfants, vers les autres enfants. Donc l'idée était de trouver un projet commun qui va nous aider justement à faire une sorte de magie qui va s'inviter tous les mois chez les enfants. Donc Rihan, qui a 7 ans aujourd'hui, participe activement dans la proposition des idées. Maman, est-ce qu'on va faire ça pour la fête des mamans? Est-ce qu'on peut faire cette activité pour le nouvel an? Donc à chaque fois, c'est des activités et ça, c'est ce qui est génial.
quand on vit de sa passion et quand les enfants sont impliqués, c'est leur potentiel créatif, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est libéré. Et la main a été prouvé scientifiquement que c'est le deuxième cerveau de l'être humain. Donc quand on travaille avec notre main, c'est le cerveau qui va évoluer, qui va faire beaucoup de belles choses, de belles découvertes par la suite. Donc aujourd'hui, je suis fière et mes enfants sont très fiers d'avoir leur projet, surtout quand ils se voient dans des vitrines de points de vente, quand ils reçoivent les photos des réalisations des petits artistes que j'appelle la famille créative. Donc à chaque fois ils me disent maman mais c'est la Créabox, ils sont tellement gentils ces enfants de t'envoyer les images. Donc vraiment aujourd'hui si on me demande est-ce que tu as fait le bon choix de changer ton métier, je dirais oui parce que finalement j'ai fait en sorte que ma passion me suive et rentre finalement dans toutes les maisons et ça me rapproche des autres enfants. C'est ça. Mais alors dites-nous, Haja, justement, par exemple, en moyenne, je sais que les parents ont besoin parfois quand ils sont un petit peu perdus en termes d'organisation, ils ont besoin vraiment d'être guidés avec des choses très simples. En moyenne, on devrait passer, après une journée de boulot, combien de temps avec nos enfants à jouer? Est-ce qu'il faut en moyenne une demi-heure, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, toutes les études, Yasmine, ont démontré qu'une moyenne de 20 minutes minimum, donc minimum 20 minutes de qualité. Quand je dis un temps dédié, c'est-à-dire un temps sans téléphone, sans consulter les mails, sans télé à côté, mais c'est un moment qu'on va dédier à l'enfant. On va faire tout ce qu'il va nous demander. On va se mettre par terre, on va jouer ensemble, on va ne serait-ce que lire une histoire allongée sur le lit. Donc vraiment, c'est les activités que l'enfant demande. Et si on fait attention à ce que l'enfant nous demande, vraiment, c'est des choses très simples. Pas la peine de chercher les derniers jouets, pas la peine de chercher les meilleures activités qui se vendent sur le marché. Mais l'enfant, une fois qu'on remplisse le réservoir affectif et émotionnel de nos petits, justement, ils sont tellement autonomes, ils sont tellement contents qu'ils nous demandent tout ce qui est simple. On va jouer à cache-cache à la maison, on va faire une partie de guili-guili. Donc 20 minutes les mamans et les papas, c'est pas beaucoup. C'est vraiment un bon moment à passer ensemble. Et vraiment le point à retenir dans ces 20 minutes minimum, c'est que les enfants, on les appelle des éponges émotionnelles. Ils absorbent tout. Ils ont ce qu'on appelle l'esprit absorbant. C'est-à-dire, si on passe les 20 minutes avec l'enfant et qu'on a la tête ailleurs, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va préparer pour le dîner après? Qu'est-ce que je vais faire à ma réunion de demain? Donc, on n'est pas émotionnellement présent avec l'enfant va le sentir. Et finalement, on aura l'effet inverse. Au lieu de remplir son petit réservoir affectif, on est en train de le pomper et on va rajouter du stress. Donc, c'est ça l'équilibre, de passer du bon moment de qualité et de remplir le réservoir de nos enfants. Absolument. Et peut-être aussi pour finir et pour que les parents ne pensent pas que... Voilà, il ne faut pas que ce soit non plus une tâche, une case à cocher au quotidien. J'ai passé 20 minutes avec mon enfant, allez, on passe à autre chose. En tant qu'adulte, on a le droit parfois de ne pas être bien, de ne vouloir voir personne, même nos enfants. Il ne faut pas culpabiliser, ça arrive à tout le monde. Et quand on se sent comme ça, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous pouvez dire aux parents, justement, si vous vous sentez comme ça, et que si vous avez la chance que vos enfants puissent rester avec leur papa, par exemple, ou avec une grande sœur, ou avec une grand-mère, permettez-vous aussi, donnez-vous le droit de ne pas être bien, sans culpabiliser? Absolument, absolument, absolument. Donc, la première phase, déjà pour accompagner l'enfant d'être détaché de ses parents, c'est l'expression des émotions. On commence moi-même avec mes enfants à exprimer les émotions, c'est-à-dire à travers des activités. Je suis content, je suis joyeux, je suis fatigué, je suis épuisé. Donc, c'est des activités qu'on va faire pour instaurer cette communication et cette expression des émotions avec l'enfant. Donc le jour où je ne me sens pas bien, et bien sûr avec une communication non violente, avec beaucoup de respect avec l'enfant, et qui commence dès le jeune âge, alors un enfant de 3 ans, de 2 ans et demi peut nous comprendre, et il nous comprend, les mamans et les papas. Donc on va clairement dire ça à notre enfant: maman n'est pas bien aujourd'hui, papa ne peut pas te lire l'histoire aujourd'hui, est-ce qu'on peut laisser ça pour la prochaine fois? Et en général, vraiment
c'est magique. Un enfant qui est respecté, un enfant qu'on a accompagné durant toute sa phase d'enfance et de développement affectif, est très réceptif, il est coopératif parce qu'il est de nature empathique. Quand on lui dit « je ne vais pas bien », il va l'accepter. Et après, on peut déléguer et on doit déléguer. Il y a le papa, comme vous avez dit, il y a la mamie, il y a la grande sœur ou bien le grand frère. Donc, la maman n'est pas là pour tout faire. Ce sont des sujets qui sont intarissables, Oui. Ce sont des sujets dont nous avons tous besoin encore et encore, et c'est promis, on reviendra régulièrement sur ces thématiques justement qui boostent le mental des familles, des parents et de la société au sens large. Merci infiniment à vous, Hajar Mejbal, d'avoir été avec nous. Un grand merci une nouvelle fois à Sabrine Dira qui était avec moi également en première partie d'émission. Je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que vous avez déculpabilisé, que ça va mieux, respirez, c'est pas grave, quand on va mal, on peut aller mal, on a le droit d'aller mal et on n'est pas obligé de passer beaucoup de temps à nous occuper des enfants et de la famille. On peut passer quelques instants et c'est suffisant. Je vous souhaite une bonne soirée, très bonne suite des programmes. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Demain, c'est le best-of. Au revoir.